Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur la RTS, le journal de 20h, voici les titres. Ouverture ce jeudi du Forum de Dakar sur la problématique de l'emploi des jeunes dans l'espace francophone. Plus de 60% de cette frange de la communauté francophone partagent le même problème, le chômage. Entre contraintes et stratégies, les acteurs du prochain sommet de l'Organisation de la francophonie tentent d'apporter une réponse à cette question centrale. Près de 60% du PIB, des milliers d'emplois, le secteur informel se dresse comme le poumon de l'économie. Cet ensemble d'activités qui ne sont pas reconnues légalement sort petit à petit de sa clandestinité. Dans la rubrique économie de ce jeudi, focus sur ces petites choses qui font le marché national. Sénégal-Tunisie, les Lions demandent au 12e Gaïndé de remettre ça comme lors du match contre l'Égypte. Les supporters avaient rempli les gradins et poussé l'équipe à une éclatante victoire, un bis repetita qu'ils attendent de tout cœur. Bonsoir à tous. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest a fait hier ses adieux au chef de l'État après plus de 6 ans de fonction au Sénégal. Cet après-midi, Saïd Djinnit a reçu la distinction de commandeur dans l'Ordre national du Lion. Il s'engage à honorer cette distinction et se considère désormais comme un Sénégalais à part entière. Saïd Djinnit est au micro de Radican. Je suis Saïd Djinnit. Nous vous faisons commandeur dans l'Ordre national du Lion. Une grande émotion d'avoir été décoré par M. le Président de la République, M. Macky Sall, de cette grande distinction sénégalaise que je porterai avec fierté. Et j'ai promis et je me suis engagé en acceptant cette distinction d'honorer le sens qu'elle a et en tout temps et en tout lieu d'être fidèle et de mériter le symbole que m'a remis aujourd'hui Monsieur le Président de la République. Au-delà du symbole de l'État, de la distinction de l'État remise par le chef de l'État, à travers ça, c'est également un lien fort qui m'unit désormais avec le Sénégal et les Sénégalais. Et je pars avec comme je l'ai dit à plusieurs occasions, en partant, j'ai le sentiment, aujourd'hui encore plus qu'hier, d'être sénégalais et je me comporterai en tant que tel à l'avenir. Jeunes francophones, l'avenir en face, c'est le thème du Forum international des jeunes de la francophonie qui s'est ouvert à Dakar ce matin. L'objectif est de créer un espace de dialogue et de concertation sur les thématiques liées à la question de l'emploi des jeunes. Aïda Mamadou Diop. La promotion de la paix et du développement ont été au cœur des discussions lors de cette première journée de travaux. Le Forum des jeunes de la francophonie, cadre d'échange et de partage, veut ainsi apporter une réponse à la problématique de l'emploi. L'objectif donc de ces rencontres, c'est de permettre aux jeunes d'exprimer leur propre vision des questions d'emploi, des questions de formation, d'exprimer leur propre vision de l'avenir de la francophonie, d'exprimer leur vision sur le rôle et la place qu'ils doivent avoir dans l'espace francophone. Le chômage touche plus de 60% des jeunes dans l'espace francophone. Sa résorption constitue une priorité pour les États membres. Pour faire face à cette question, l'agriculture devrait être mieux valorisée par les États. Si nous voulons prendre en charge ces jeunes-là, il faut que l'agriculture soit une priorité. Mais dire que l'agriculture est une priorité est maintenant une chose acquise. Dans la plupart de nos pays, les gouvernants acceptent que l'agriculture soit une priorité. Mais le problème, c'est qu'on ne réfléchit pas à la transformation de l'agriculture. Et tant que cette agriculture n'est pas transformée, tant qu'elle n'est pas modernisée, tant qu'on n'agit pas sur la productivité de cette agriculture, on ne pourra pas s'en sortir. Ce forum qui a réuni des jeunes issus de 17 pays d'Afrique francophone cherche ainsi à identifier les contraintes et atouts liés à la création d'emplois. La contribution de ces jeunes aux thématiques du 15e sommet va permettre d'améliorer la stratégie jeunesse de l'OIF. L'organisation de la francophonie va avoir désormais une stratégie jeunesse, comme elle a une stratégie numérique, pour justement permettre à la francophonie de s'impliquer de la manière la plus active dans la promotion d'une jeunesse plutôt débarrassée des affres plutôt du chômage et du sous-emploi.
À l'issue de cette rencontre de 2 jours, les propositions majeures seront soumises par le biais du comité scientifique à la décision des chefs d'État et de gouvernement lors du sommet prévu en fin novembre. Et puis l'Association africaine des femmes en géosciences a organisé la 2e conférence internationale sur les géoparcs en Afrique et au Moyen-Orient. Les initiateurs veulent promouvoir la culture scientifique et les métiers de la science. Cette rencontre a été aussi pour les organisateurs l'occasion de rendre hommage à feu Léopold Sédar Senghor, dont la ville natale va abriter le premier géosite africain francophone. Compte rendu, Manfatou Fati. La promotion de la culture scientifique au cœur des débats, les sciences de la Terre font partie des leviers incontournables de l'émergence d'une société. L'Association des femmes en géosciences veut impulser une politique de promotion de la culture scientifique. Qu'il faudrait que la population sénégalaise, la population francophone s'approprie de cette culture scientifique. Parce que sans cette culture scientifique, sans cette connaissance de l'environnement où nous vivons, aussi bien pour son exploitation, sa conservation et sa transformation, nous ne pouvons pas aller loin. On s'est rendu compte que les pays qui se sont développés rapidement, comme je ne veux pas citer trop de pays, mais on peut donner l'exemple de la Corée, l'exemple des pays maghrébins, ils avaient mis au cœur de leur développement, au cœur de l'émergence de leur pays, la culture, la promotion de la culture scientifique. Cette année, les membres de l'association comptent rendre hommage à feu Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, et Joal va abriter le premier géosite africain francophone. Nous avons jugé utile de présenter qui était Léopold Sédar Senghor et de lui rendre un vibrant hommage. Un des pères fondateurs de la francophonie. La valorisation de la science et de la culture constitue un processus de l'émergence économique. Le géopatrimoine au service du développement socio-économique local durable, qui renforce notre conviction sur la nécessité d'une bonne synergie entre les acteurs dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent en vue d'une utilisation plus rationnelle et d'une conservation plus efficace de notre géo-héritage. Cette rencontre de 3 jours est une opportunité pour les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, dont le Sénégal, de montrer l'importance des géosciences dans les stratégies de développement local durable. Compétitivité, émergence, 2 maîtres mots pour les 3e journées de la mise à niveau des entreprises. L'ouverture est prévue le 28 octobre prochain. Le président de la commission de l'UEMOA, celui de la commission de l'Union européenne et le directeur général de l'ONUDI sont attendus à Dakar pour cette rencontre que va présider le chef de l'État, le président Macky Sall. Le comité scientifique chargé de l'organisation de cette manifestation économique a été officiellement installé. C'est une réalité que le monde de l'entreprise vit au quotidien, la fragilisation et la volatilité de l'environnement économique sous-tendu par des mutations conjoncturelles qui jurent avec toute logique de production industrielle efficiente et l'émergence d'entreprises compétitives. En créant depuis 2003 un bureau de mise à niveau des entreprises, le gouvernement du Sénégal, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, entend ainsi donner une réponse adéquate en intégrant les différents contextes. C'est un programme qui vise à renforcer la compétitivité des entreprises par un appui technique et financier. En cours d'exécution, il était bien qu'en réalité qu'on fasse le point sur le chemin parcouru depuis son existence, sa mise en place du programme jusqu'à présent et voir quelle orientation impulser. Les échéances économiques à court terme auxquelles le Sénégal doit faire face s'appellent notamment entrée en vigueur du tarif extérieur commun de la CEDEAO, signature de l'APE, réalisation des objectifs du PSE, le programme Sénégal émergent. En réaction, il s'agit donc pour les acteurs concernés de faire de ces instruments économiques des opportunités de croissance et de création d'emplois. Au mois de janvier, nous allons avoir le tarif extérieur commun au sein de la CEDEAO. Ça veut dire que nos entreprises vont se trouver en concurrence directe, frontale avec les entreprises des autres pays de la CEDEAO. Nous sommes en vue de la signature des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Là, ça veut dire également que nos entreprises, en tout cas dans certains secteurs, vont se trouver en concurrence directe avec les entreprises européennes. Il faut plus de compétitivité, il faut plus de travail. La célébration du 28 au 29 octobre prochain des 3e journées de la mise à niveau des entreprises
sous la présidence effective du chef de l'État est une occasion de faire un bilan, de susciter une plus forte adhésion des entreprises ciblées, notamment les PME dont personne n'ignore le fort potentiel de croissance. Pour rappel, le comité technique sera dirigé par Aliou Faye, directeur du CEPOD. 290 000 actions en offre publique de vente et une introduction de Total Sénégal à la bourse régionale des valeurs mobilières, le tout en une journée. L'opération a été lancée hier. La filiale sénégalaise du groupe Total ouvre donc son capital au grand public de l'espace UEMOA à hauteur de 30,9%. Dainela Diouf. Il fallait le faire pour démontrer sa volonté de vouloir partager sa croissance et Total Sénégal l'a fait. Il a ouvert son capital au grand public en plus d'une introduction en bourse à la BRVM. Des moments forts dans la vie de cette société leader dans la distribution de produits pétroliers. C'est une OPV, une offre publique de vente de 290 000 actions de Total Sénégal au grand public. Alors il s'agit en fait, vous l'avez compris, de déployer la politique du groupe en Afrique et au Moyen-Orient, d'ouverture de notre capital pour un meilleur ancrage local. Nous sommes sur un marché en croissance et c'est pour ça que la feuille de route de Total fait de Afrique Moyen-Orient le principal contributeur aux résultats de la distribution dans le groupe en 2017. L'opération est définie selon des priorités, les souscriptions des travailleurs de Total Sénégal d'abord, ensuite celles des personnes physiques du Sénégal et de l'espace UEMOA, avec une limitation sur le nombre d'actions à acheter. Ce premier critère montre vraiment la volonté de Total de d'abord servir les actionnaires qui prennent les montants les plus faibles. Il ne s'agit pas de dire nous avons 290 000 actions vendues à 12 000. Dès qu'on atteint le montant, nous allons clôturer. Si l'objectif était fixé comme tel, en 48 heures, on aurait arrêté l'opération et malheureusement, les Sénégalais, les Africains en général n'allaient pas pouvoir en bénéficier. Le meilleur reste à venir, promettent les autorités du groupe Total. 16 ans après l'introduction en bourse de Sonatel Orange, Total Sénégal devient la deuxième société des 3 Sénégalais à être cotée en bourse à la BRVM. Les élèves déplacés des écoles pour la construction de l'autoroute à péage ont reçu des trousseaux scolaires. Cet appui en manuel scolaire et équipement d'une valeur de 10 millions de francs CFA vient de l'APIX, l'agence qui réitère ainsi son engagement pour accompagner les populations délocalisées lors de la libération de l'emprise du tronçon Diamniadio-AIBD. Maïmounassi. À l'instar de ces 4 nouveaux inscrits en CI, tous les autres élèves de l'école élémentaire de Yam ont reçu leur trousseau scolaire. Une action qui s'inscrit dans le volet social de l'APEX en vue de soutenir les populations impactées par les projets structurants du pôle urbain de Diamniadio. Notre action se traduit par une remise de trousseaux scolaires à tous les élèves de l'école de Yam, ainsi que de l'aménagement d'un abri récréatif pour les élèves, de fourniture d'une photocopieuse et de manuels et équipements pour la bibliothèque. Ce soutien salué à sa juste valeur semble bien tomber. Les matériels que vous nous avez fournis participeront, j'en suis sûr, à améliorer considérablement les conditions d'enseignement, d'apprentissage et par conséquent booster les résultats scolaires dans cette école. Ainsi, d'une école de 3 classes physiques, nous nous retrouvons aujourd'hui avec ces 8 belles salles de classe, un bloc administratif composé d'un bureau du directeur, d'une salle des maîtres, d'une salle d'attente et d'un magasin, ainsi que d'un bloc de toilettes de 8 box, à rentrée des classes coïncidant avec la fête de la Tabaski. Vous avez ainsi allégé la tâche aux parents et facilité le travail des enseignants. Avec cet appui en manuel scolaire et équipement, les enseignants de l'école de Yam, entièrement reconstruite, voient leurs tâches facilitées. En plus des potaches qui exhibent fièrement au dos leurs sacs, les représentants des 4 ASC, associations sportives et culturelles de la commune de Diamniadio, ont reçu chacun un chèque à travers cette remise symbolique. Une fois n'est pas coutume, le Conseil des ministres s'est réuni hier et aujourd'hui, nous vous donnons lecture du communiqué du Conseil tenu ce jeudi au Palais de la République. Pape Madi Diop. Le président de la République a réuni ce jeudi 9 octobre 2014 le Conseil des ministres au Palais de la République pour l'examen du projet de loi des finances 2015.
À l'entame de sa communication, le président de la République s'est réjoui de la notation du Sénégal, classé 9e sur 52 États dans le classement 2014 de l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine, ce qui témoigne de la progression du pays en matière de bonne gouvernance. À cet égard, le chef de l'État a demandé au gouvernement de poursuivre la mise en œuvre des réformes engagées pour une gouvernance vertueuse, ainsi que celles tendant à l'amélioration de l'environnement des affaires. Le président de la République a également rappelé que le budget 2015, tout en portant son ambition d'une croissance économique durable et équitable, devrait permettre le financement des programmes de désenclavement, d'accès à l'eau et l'électrification rurale. Dans sa communication, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a présenté le projet de loi de finances 2015 qui est élaboré en parfaite cohérence avec le plan Sénégal émergent PSE, cadre unique de référence de la politique économique sociale du gouvernement à l'horizon 2035 et opérationnalise pour la deuxième année le plan d'action prioritaire 2014-2018 du PSE. Le budget qui met en exerce la qualité de la dépense budgétaire a pour ambition de porter une croissance économique très forte, équitablement répartie dans un environnement de bonne gouvernance, de paix et de sécurité nationale. Le budget 2015 s'équilibre en recettes et en dépenses pour un montant de 2 869 milliards 032, soit une hausse en valeur absolue de 137 milliards 01 en valeur absolue et 5,02% en valeur relative. La répartition sectorielle des dépenses par axe stratégique du PSE fait ressortir que l'axe transformation structurelle de l'économie représente 65,1% des dépenses en capital, toutes ressources confondues. Pour la réalisation des dépenses budgétaires, il est prévu une stratégie de mobilisation des recettes articulées autour de l'amélioration de leur recouvrement pour avoir une plus grande marge de manœuvre budgétaire pour le financement des dépenses prioritaires. Ces dépenses budgétaires sont essentiellement orientées vers les axes prioritaires du PSE, notamment les 27 projets phares pour un montant global d'environ 215 milliards de francs CFA. Le financement de ces projets devra contribuer à la transformation structurelle de l'économie en vue de soutenir une croissance forte et durable. Tout en ayant en souci la réduction du déficit structurel par des économies en dépenses et la mobilisation de moyens exceptionnels en faveur de la productivité et de l'investissement, le budget 2015 permet de financer les options prioritaires pour l'émergence. Le projet de budget prend également en considération le projet social du président de la République par le financement des filets sociaux, outils de réduction de la pauvreté et des inégalités par le renforcement du dispositif de protection sociale des citoyens, surtout ceux les plus vulnérables. À ce titre, le projet de loi prévoit une augmentation des dotations budgétaires concernant les subventions sur l'électricité, le gaz, les denrées de première nécessité, le programme de bourse de sécurité familiale qui atteindra cette année 100 000 nouvelles familles sénégalaises. La couverture maladie universelle comme réponse à l'inégal accès aux soins de santé dans le pays. À la suite du débat général et les arbitrages du président de la République, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi de finances de l'année 2015. Le Conseil des ministres qui s'est réuni donc ce jeudi pour l'adoption de la loi des finances. Ce 11 octobre est célébrée la journée internationale de la fille. Pour marquer l'événement de demain, Plan Sénégal a prévu toute une série d'activités dont le lancement d'un rapport et d'une caravane de sensibilisation à Guédiawaye. Pour plus de détails, écoutons Amavi Atpa Magbo, directeur de Plan Sénégal, au micro de Hamidou Diop. Nous travaillons en partenariat avec plusieurs organisations, notamment des agents des Nations Unies, ONU Femmes, UNICEF, des ONG internationales et des ONG locales, et tout ça sous la coordination effective du ministère chargé de la France. Le thème retenu par l'ONU pour cette journée, c'est l'autonomisation des adolescentes, stop aux violences faites aux jeunes filles. Et nous, depuis l'instauration de la Journée internationale de la fille, à Plan, nous publions, à l'occasion de la célébration de cette journée, un rapport mondial sur la situation des filles dans le monde. Et donc, cette année, le 11 octobre, nous allons procéder au lancement de ce rapport au Sénégal.
Le rapport de cette année est intitulé Les voies du pouvoir, c'est-à-dire les chemins à parcourir par les filles pour accéder au pouvoir. Donc, un des thèmes de ce rapport, ou bien le thème central du rapport, c'est les violences faites aux filles et comment ces violences empêchent les filles de jouir pleinement de leurs droits. Et donc, nous allons lancer ce rapport le 11 octobre et le lancement du rapport sera suivi d'un panel de discussion sur la thématique de l'accès des femmes et des filles au processus de décision. Et en dehors de cela, nous avons prévu une activité dans la banlieue de Dakar, à Guédiawaye et Pékin, et qui est essentiellement une caravane communautaire composée des filles, des garçons, des jeunes et des vieux pour relever les différents défis auxquels les filles font face et inviter la communauté tout entière à œuvrer pour l'amélioration de la condition des filles. Une question qui concerne notamment les filles, la déperdition scolaire. Kolda est la région où le taux de déperdition scolaire chez les filles est plus élevé partout au Sénégal. Il est de 15% au niveau de l'élémentaire et de 13% au niveau du moyen secondaire, alors que la moyenne nationale tourne autour de 5 à 7%. Entre autres raisons de cette déperdition très élevée dans la région de Kolda, la pauvreté. Des observatoires sont mis en place. Des observatoires sont mis en place au niveau des établissements afin de freiner cette tendance. Ralisek. L'âge de 15 ans, elle fait en 36e. Elle a laissé l'école. Ma mère lui posait la question, pourquoi tu t'es arrêté l'école? Elle a dit, école, pourquoi il a laissé? Parce que les gens, beaucoup de garçons, on est en train de violer les filles. Elle ne faut pas violer, ni parce que ma mère était pauvre, elle ne doit pas pour blesser ma mère. C'est ça, il a répondu ma mère. C'est un véritable cri du cœur que lance la petite Ramatoulaye. Ramatoulaye dit donc stop à cette vilainie. Moi, je crois que je lui donne mon bon message. École, ce n'est pas bien pour jouer. École, c'est pour apprendre. Autorités académiques et parents d'élèves vivent non sans désolation et peine ces mots, des mots qui gangrènent le système éducatif à Kolda. Grossesse précoce, mariage précoce. En même temps, avec les tout petits, il y a l'excision. Donc, nous avons plusieurs acteurs qui se mobilisent dans un cadre pour, quand il y a une victime, essayer de la prendre en charge le plus rapidement possible et de l'accompagner dans son éducation. Elle se fait au bas âge, l'excision. Donc, avec l'éducation préscolaire des petites filles, nous avons des problèmes parce qu'après cette opération, la fille est tellement fragile et a subi un trauma qui ne concourt pas à ce qu'elle puisse vraiment assimiler normalement les enseignements, apprentissages au niveau de cette catégorie-là. Il y a un fort taux d'abandon des élèves. Bien, nous les parents, nous vivons ça difficilement, mais parce que nous n'avons pas le choix. Cette déperdition scolaire, parfois, est due, surtout ici à Kolda, aux grèves répétitives des enseignants scolaires. La déperdition scolaire est un peu liée à la pauvreté. C'est pour cela que d'ailleurs il y a des observatoires au niveau de chaque CM, où il y a un observatoire régional, n'est-ce pas, des OVDR, des enfants vulnérables à la déperdition scolaire. Au niveau de chaque établissement aussi, il y a un autre observatoire. Kolda est une des régions où le taux d'abandon et le taux de redoublement sont élevés, largement au-dessus des moyennes nationales. Et cela est dû, d'abord, pour ce qui concerne les taux d'abandon. Ce que nous avons constaté, c'est qu'au fur et à mesure que l'enfant quitte le CI et va vers le CM2 jusqu'au moyen, de plus en plus le nombre d'élèves abandonnent. D'abord, il y a les problèmes de pauvreté parce que l'éducation a un coût. Ensuite, nous sommes dans une région où il pleut beaucoup.
les enfants, surtout les filles, sont très sollicités par les travaux ménagers. Les taux d'abandon au niveau de l'élémentaire se chiffrent au niveau de 15% à peu près. Alors, au niveau du moyen, ces taux sont l'ordre de 13%. Alors qu'au niveau du moyen, ils sont de 8%. Alors que la moyenne nationale doit tourner entre 5 et 7%. Ces élèves, parents d'élèves et autres acteurs de l'éducation ne sont pas seuls dans ce combat, loin s'en faut. Des organisations se sont aussi liguées pour mener des campagnes de sensibilisation et d'information. Effectivement, la situation est alarmante. Mais nous avons dit, vous savez, l'option de Tostan, certains pensent qu'il faut dénoncer, mais nous avions dit il faut sensibiliser et tout ce que nous déroulons, ça se passe dans le respect des droits humains. Ce qui fait que nous allions vers les communautés et une fois les communautés sensibilisées, même si après la sensibilisation, nous nous rendons compte que dans une communauté donnée, la tendance persiste, alors nous reprogrammons, nous demandons aux équipes de reprogrammer ces mêmes villages ou bien ces mêmes communautés, ils repassent là-bas et nous allions souvent les rencontrer, on organise des séances de sensibilisation publique, des séances, des ateliers. Sensibilisation et information avons-nous dit pour alerter, mais après que le mal est fait, il y a d'autres structures pour cette fois-ci une prise en charge psychosociale et clinique. Nous travaillons avec ces adolescents pour leur permettre au moins de retrouver leur semblant de dignité au niveau communautaire. Nous leur permettons aussi d'avoir des soins cliniquement parce qu'on sait qu'un adolescent n'a pas assez de moyens pour pouvoir se procurer des soins au niveau des structures sanitaires. Donc nous avons une sage-femme et des accompagnants et des assistants sociaux pour les accompagner sur le plan clinique et sur le plan psychosocial parce que c'est un paquet global cliniquement pour au moins que ces adolescents-là qui sont victimes de viol, qui sont victimes de grossesse, qui sont victimes de mariage forcé, puissent avoir leur place et continuer à vivre tranquillement au niveau communautaire. Et nous leur permettons aussi de pouvoir gérer ces séquelles-là et de faire en sorte que ces séquelles-là ne puissent pas enrayer ou bien avoir des difficultés, leur permettre d'avoir des difficultés au niveau de leur vie future. Ces cas de viol et autres types d'agressions sont à coup sûr le talon d'Achille du système éducatif à Kolda. Ceci malgré le travail de titans qu'abattent structures étatiques et autres organisations pour endiguer ce mal. Le taux de déperdition à Kolda de 15%, une équation pour les autorités de l'éducation. Arrivé hier à Dakar de la deuxième cohorte des Sénégalais de Bangui, à l'accueil, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, des autorités étatiques et militaires viennent renforcer tout le dispositif mis en place. Il faut dire que 750 se sont déjà arrivés sur le territoire national depuis le début de la crise en République centrafricaine. Notre reporter Mansour Sow a assisté à leur arrivée à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Sur le tarmac de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar, le Boeing 737 de Senegal Airlines. À bord, une cinquantaine de Sénégalais résidant en Centrafrique. Un retour au bercail devenu réalité pour cette dernière cohorte de rapatriés. Oui, on remercie le président, on remercie aussi l'ambassade du Cameroun là. Elle est très fatiguée là pour nous là, elle a tout fait pour qu'on parte. On est très contents. J'habite à Madina Gounas, à l'Égal Afia. Je suis content parce que je suis venu au Sénégal et notre président Macky Sall nous a aidés. Je le remercie pour tout ce qu'il nous a fait. Plus que d'autres gens sont morts, on a échappé à la mort. Je remercie notre président Macky Sall. Au hangar des pèlerins où les rapatriés doivent faire leur dernière formalité de police, un important dispositif sécuritaire et sanitaire est mis en place contre d'éventuels cas d'Ebola. Il y a des vaccins qui ont été même administrés à certains, enfin ce n'est pas à certains, c'est à tout le monde. Et avant cela, il y a eu également des thermoflash qui ont été utilisés dans la perspective de déceler d'éventuels symptômes liés à ce qui fait l'effroi aujourd'hui, je veux dire la fièvre Ebola. Depuis le début de la crise en Centrafrique, les autorités sénégalaises n'ont ménagé aucun effort pour apporter aide et assistance à ces Sénégalais de l'extérieur. Nous avons parachevé aujourd'hui une opération de rapatriement de 50 Sénégalais de Centrafrique, mais qui avaient transité par le Cameroun.
il y a 3 jours de cela, 70 Sénégalais ont été rapatriés par le même canal, ce qui fait au total 120 Sénégalais. L'État ne compte pas s'arrêter en Chibonchomi dans le cadre de l'accompagnement dû à ces expatriés. D'importants programmes sont en cours d'exécution pour leur faciliter une bonne réinsertion. À l'instar des 650 ou 660 déjà qui sont rapatriés, le président de la République avait bien voulu mettre à leur disposition, chacun en ce qui le concerne, une enveloppe de 100 000 francs CFA pour lui permettre de rentrer tranquillement chez lui. Mais indépendamment de cela, il a pu mettre, via le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, une enveloppe de 75 millions qui sert de réinsertion sociale et économique de nos compatriotes qui ont été rapatriés de la Centrafrique. Donc des 130 qui sont aujourd'hui arrivés, définitivement évidemment. On va également essayer de réitérer le même dispositif d'accompagnement pour les faciliter leur réintégration sociale et économique au Sénégal. Ce contingent porte à 800 le nombre de Sénégalais rapatriés depuis le début de la crise en République centrafricaine. Ils retrouvent ainsi la terre de leurs ancêtres après avoir longuement séjourné dans cette partie du continent. Le reste de l'actualité dans le continent nous conduit au Niger, au Kenya et en Ouganda avec l'ouverture en grande pompe d'un chemin de fer régional qui traversera plusieurs pays, dont le Kenya. Le président Kenyatta de retour à Nairobi après sa comparution devant la Cour pénale internationale. Accueil solennel et en fanfare pour Uhuru Kenyatta, accusé de crimes contre l'humanité durant les violences politico-ethniques de 2007-2008. C'est la première fois qu'un chef de l'État en exercice comparaît devant la CPI. Ovationné par des centaines de partisans proclamant son innocence, Uhuru Kenyatta s'est adressé à la foule, déclarant « Nous ne faisons qu'un et il n'y a rien à craindre car le Kenya est stable ». Le président kényan espère maintenant que la CPI abandonne ses poursuites contre lui. Hommage national du Niger à ses 9 soldats morts au combat. Ces casques bleus sont tombés dans une embuscade tendue par des groupes terroristes vendredi dernier dans le nord du Mali. Devant les 9 cercueils recouverts du drapeau bleu ciel de l'ONU, le représentant des Nations Unies promet de punir leurs meurtriers. Nous traquerons sans répit les auteurs responsables de cette ignominie. Et un jour viendra où ils devront rendre compte de leurs actes devant la justice. Malgré ses pertes militaires, l'État du Niger affiche sa détermination à poursuivre son engagement contre le terrorisme dans la région. C'est un petit bout de rail hautement symbolique. L'Ouganda inaugure en grande pompe la construction d'un chemin de fer régional. Les présidents rwandais et sud-soudanais ont même fait le déplacement. Objectif, remplacer le vieux réseau ferroviaire construit par la colonie britannique. Début de ligne au port de Mombasa au Kenya, où les travaux ont déjà commencé. Puis elle traversera l'Ouganda et le Rwanda. Extension prévue ensuite vers le Congo-Kinshasa, puis le Soudan du Sud. Les travaux seront en grande partie financés par les Chinois. Ebola, l'Espagne promet la transparence sur la progression du virus dans le pays où un premier cas de contagion hors d'Afrique a été rapporté alors qu'aux États-Unis où un malade est mort, on évoque une crise mondiale urgente. Le patient libérien hospitalisé aux États-Unis est mort mercredi à Dallas. Eric Duncan avait contracté le virus Ebola à Monrovia avant de ressentir les premiers symptômes aux États-Unis. Il pourrait avoir contaminé une partie de sa famille américaine. Son entourage a été placé en observation. Après ce premier cas diagnostiqué aux États-Unis, les autorités américaines ont décidé de renforcer les contrôles dans les principaux aéroports du pays. Sont particulièrement ciblés les voyageurs en provenance d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train de renforcer les contrôles et les protections. Il est clair que tant que l'épidémie Ebola continue de s'étendre en Afrique, nous ne pouvons garantir un risque zéro. On aimerait bien pouvoir le faire. En Espagne, une infirmière et un médecin de l'hôpital Carlos III de Madrid ont été contaminés par un religieux espagnol décédé le 25 septembre. Une cinquantaine de personnes auraient pu être en contact avec ces malades. Les procédures ont été renforcées. Nous enquêtons sur un patient originaire du Nigeria qui est actuellement placé en isolement. Mais après 72 heures, si les tests sont négatifs, il pourra partir. Nous avons également 2 infirmières et un médecin en observation. Nous suivons de près l'évolution de leur état de santé.
Jeudi, l'état de santé d'une des infirmières espagnoles s'est détérioré, ont affirmé les autorités de Madrid. L'Australie n'est pas épargnée. Une infirmière de retour de la Sierra Leone a été mise en observation. La responsable de la santé de l'État du Queensland s'est voulu rassurant. Désormais, il faut passer par le portail électronique pour convoyer des pèlerins au lieu saint de l'islam. À partir de 2015, tout pays qui ne se conforme pas à cette réglementation sera forclos. C'est ce qui est ressorti de l'évaluation du pèlerinage 2014 à laquelle étaient conviés les différents commissaires généraux au pèlerinage. Envoyés spéciaux à la Mecque, Momaria, Ibrahim Thiam, Amadou Aramthiam. Une tradition bien respectée, le ministre du Hajj a évalué devant les responsables des autres pays l'édition 2014. Cette année, la principale innovation est le portail électronique initié par l'Arabie Saoudite pour dématérialiser toutes les opérations d'enregistrement. Une mesure saluée par le Sénégal qui déjà, pour ce pèlerinage, a utilisé ce système. Toutes les affaires louches qui étaient dans ce truc vont être évacuées. Parce que vous savez, dans l'informatique, il n'y a pas de sentiment. Ou vous répondez aux règles, ou vous ne répondez pas. C'est 0 ou 1. Et je crois que c'est une très bonne chose en définitive. Même si pour cette année, les autorités saoudiennes ont toléré l'utilisation facultative du portail, il n'en sera pas de même pour le pèlerinage 2015. Tous les pays sont obligés d'inscrire leurs pèlerins via ce système. Étant la sanction de toutes les opérations, le portail prend en amont les préoccupations du pèlerin. Mais au fait, de quoi s'agit-il? Le passeport, c'est ça la clé qui ouvre le tout. Votre passeport est en règle. Il est scanné, il est envoyé. Ça revient, on vous dit que vous avez déjà fait en définitive tout votre guichet unique. Donc vous connaissez déjà en définitive votre numéro de vol, vous connaissez votre numéro de bâtiment, votre numéro de chambre, et ainsi, avant même de venir au niveau du passeport. Cette cérémonie de présentation du bilan consacre aussi chaque année la récompense des meilleurs reportages sur le pèlerinage. Et à travers l'exposition des articles des différents lauréats depuis la création de cette manifestation à nos jours, le visiteur peut apprécier la calligraphie arabe, surtout celle qui est faite en or. La rubrique économie du jeudi s'intéresse à ces nombreux Sénégalais qui s'adonnent à une activité économique réglementée ou pas. L'essentiel est de pouvoir gagner normalement sa vie. Ces personnes sont considérées comme des agents économiques évoluant dans le secteur informel. Focus ce soir sur notre économie informelle avec Daraba. L'État a réglementé l'activité économique, mais certains citoyens s'adonnent à des métiers divers échappant à cette réglementation. Ils sont dans ce que l'on appelle l'économie informelle. Ou si vous voulez, l'économie au noir, ou bien même en anglais, underground economy. L'ensemble des définitions qu'on pourrait offrir, si vous voulez, présente un dénominateur commun, à savoir le fait d'exercer une activité économique parallèlement à la sphère régulière, légale, telle que définie par l'État. Donc là, on les qualifie tout simplement d'agents informels. Ces agents ou opérateurs économiques ne sont certes pas pris en compte dans l'économie formelle, mais le rapport à l'activité économique est réel. Difficile de donner un chiffre exact, mais des estimations sont disponibles. Les estimations que nous pouvons avoir pour nous dire effectivement quelle serait la contribution économique générale en termes de création de richesse, en termes de création d'emplois, en termes même de marche de l'économie. Il y a tout un ensemble d'études qui ont été proposées par le passé. Donc une de ces études, c'est celle de la Banque mondiale en 2007, qui a pu montrer qu'effectivement lorsqu'il s'agit de création d'emplois, ce secteur est le premier pourvoyeur d'emplois. Donc vous avez plus de 90% des emplois que nous avons dans notre économie qui proviennent du secteur informel. Donc cela veut dire tout simplement que nous avons un secteur qui a un poids dominant dans l'activité économique. Donc tout ce qu'il faudrait maintenant, c'est de voir comment organiser le secteur en termes de structuration, mais également faire de telle sorte qu'on ne puisse pas le pénaliser. Les acteurs du secteur informel sont dans cette situation car ils ont pu trouver un raccourci pour investir. L'État du Sénégal est dans une dynamique d'amélioration de l'environnement des affaires. Lorsque nous avons un secteur informel qui prend de l'ampleur, cela pourrait freiner nos perspectives de croissance. Parce que vous avez tout simplement un secteur qui constitue une concurrence ou bien une menace, si vous voulez, au secteur formel.
Parce que lorsque vous regardez un peu la dynamique de notre secteur formel, vous verrez que le premier élément de content, ou bien un des éléments de content majeur, si vous voulez, au dynamisme de ce secteur formel, c'est l'existence même de ce secteur informel. Maintenant, en cherchant tout simplement à améliorer ce climat des affaires, on pourrait tout simplement encourager, si vous voulez, la formalisation de l'activité. Dans notre secteur informel, vous avez tout simplement un niveau d'éducation qui est relativement très bas. Parce que là, vous avez plus de la moitié des gens qui interviennent dans le secteur informel qui ne sont même pas allés à l'école. Et quand vous regardez le niveau d'éducation supérieure, vous avez environ 5% de nos acteurs informels qui sont allés à ce niveau supérieur. Lorsque vous parlez maintenant d'une certaine modernisation de ce secteur, vous ne pouvez pas le faire avec ce niveau d'accumulation de capital humain, de savoir-faire qui est relativement très bas. Donc je crois qu'un des enjeux, ce serait tout simplement de voir comment relever ce niveau d'éducation, ce niveau de savoir-faire, mais également essayer d'avoir des possibilités de les formaliser davantage, de les structurer davantage, sans pour autant, si vous voulez, comme on dit, tuer la poule aux œufs d'or. Des efforts pour encourager la formalisation, mais le secteur informel continuera son expansion tant que les coûts de transaction seront élevés. Sans oublier également un autre facteur, les prélèvements de l'économie formelle. Innovation dans le secteur des télécommunications. Tigo-Matic, c'est le nom du nouveau produit lancé ce matin à Dakar par le deuxième opérateur de téléphonie du Sénégal. Il consiste à transférer, recevoir de l'argent et du crédit en un temps record. Seuls les détenteurs de compte Tigo Cash peuvent s'en servir. Un guichet automatique unique est ouvert à cet effet. Lamine Touré. À l'œuvre de cette démonstration, le directeur général de Tigo, un exercice d'envoi via Tigo-Matic, la dernière née des innovations de la société. C'est un guichet automatique qui permet d'effectuer certaines opérations, les opérations qui sont les plus fréquemment effectuées dans nos différents points de service, à savoir des achats de crédit, la récupération du numéro. Quand un client se fait voler ou perd son numéro, il vient à ce guichet automatique le récupérer. Et également, à partir du compte Tigo Cash, nous pouvons effectuer des dépôts d'argent et des retraits d'argent. Guichet automatique ou Tigo-Matic, le relais dans la fourniture de services à la clientèle est bien en place. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les détenteurs de compte Tigo Cash peuvent utiliser en permanence ce nouveau dispositif numérique. Par rapport à la fiabilité des systèmes, nous avons utilisé la notification par SMS et aussi la notification par SMS pour les cas d'utilisation de retrait et de dépôt d'argent. Aujourd'hui, c'est un vrai challenge pour nous de participer à cette inclusion économique et sociale en permettant à tous Sénégalais de pouvoir utiliser justement tout ce qui est dématérialisé. Pour la tutelle, l'accès aux services numériques et financiers des populations est une priorité pour le gouvernement. La décentralisation de Tigo-Matic sera d'un grand apport pour les utilisateurs. Ici au Sénégal, on voit aujourd'hui, rien qu'au passage des événements tels que la Tabaski, les fêtes religieuses, comment ces outils sont en train de transformer les circuits de l'argent. Au-delà de cette innovation, nous participons activement aux ambitions du gouvernement dans sa promotion de l'inclusion numérique et financière. Ce guichet automatique installé aux Almadies constitue le point de départ d'un vaste programme. Bientôt, le centre-ville et 6 plazas seront fournis en attendant le développement de l'outil dans les autres localités du pays. Sénégal-Tunisie, ce vendredi, les Lions lancent un appel aux supporters, appel à la mobilisation pour les accompagner et les soutenir face aux Aigles de Carthage. Un appel réitéré par le président de la Fédération sénégalaise de football, le deuxième Gainé, qui avait fait un travail remarquable lors de Sénégal-Égypte et est appelé à en faire autant. Abdoulaziz Ban. Forte a été la mobilisation des supporters lors de Sénégal-Égypte. Pour retrouver la même ambiance au stade Léopold Sédar Senghor, les Lions appellent le 12e Gaïndé à venir nombreux soutenir l'équipe. Déjà les remercier pour le soutien qu'on a eu face à l'Égypte. Les choses se sont très bien passées. J'ai entendu que les gens sont rentrés. Il y a eu une facilité au niveau de l'accès au stade et aussi à la sortie. Ça s'est très bien passé, donc j'espère que ça va continuer comme ça.
Et qu'est-ce qu'on peut leur demander de plus? Juste leur soutien comme ils le font et comme ils ont l'habitude de le faire. Je demande tout simplement aux supporters sénégalais et au tout peuple sénégalais qui nous soutiennent et qui nous suivent, voilà, de nous soutenir car on aura vraiment besoin d'eux. Comme ils l'ont fait face à l'Égypte, c'était très très beau à voir et on espère vraiment qu'ils seront encore derrière nous pour ce match. L'appel, c'est que les supporters viennent en masse comme ils l'ont fait la fois passée, qu'ils soient derrière l'équipe et je crois que s'ils poussent l'équipe vers l'avant, je crois que Inch'Allah, on va aller vers la victoire, Inch'Allah. À l'appel des Lions vient s'ajouter celui du président de la Fédération sénégalaise de football. Il annonce même que le dispositif va être amélioré. Il faudra que les spectateurs, les supporters puissent venir très tôt au stade, faire les queues dans la discipline et dans la bonne ambiance pour pouvoir accéder au stade et pousser leur équipe. Notre souhait maintenant, bien entendu, parce qu'aucune organisation n'est parfaite, c'est de veiller au plan sécuritaire à ce que des objets tranchants ou des objets dangereux puissent accéder à l'intérieur du stade. La fouille sera de mise et renforcée, mais aussi nous veillerons à ce que certains objets comme les fumigènes, les pétards ne puissent pas aussi accéder à l'intérieur du stade, mais aussi les canettes de boissons et tous les objets qui peuvent servir de projectiles pour des spectateurs mal inspirés. Face à la Tunisie, les Lions s'attendent à un match difficile, mais ils comptent sur les supporters pour venir à bout des Aigles de Carthage. Il a toujours été titulaire indiscutable de l'équipe du Sénégal, Mohamed Diamé, le joueur de notre 11 national et sociétaire de Hull City en Angleterre, est maintenant relégué sur le banc des Lions. Diamé travaille à retrouver son meilleur niveau. Il dit même avoir changé de club pour être plus performant en équipe nationale. Abdelaziz Ban. Remplaçant lors de Sénégal-Égypte, Mohamed Diamé n'a pas joué face au Botswana. Le sociétaire de Hull City veut retrouver une place de titulaire qu'il a perdue. J'avais des objectifs que je ne pouvais pas atteindre en restant à West Ham, mais aujourd'hui je travaille, je continue à travailler, les choses se passent très bien, donc alhamdoulilah, je vais continuer. Je travaille comme je pense la plupart des joueurs sénégalais, on a l'habitude de travailler, mais bon voilà, c'est vrai que si j'ai la chance, je pense qu'Allah il me donne la possibilité de m'exprimer sur le terrain et je fais du mieux possible. Transfuge de West Ham, Momo Diamé a rejoint Hull City. Un changement de club dû à une envie de retrouver sa place et d'être performant avec l'équipe nationale. J'étais à West Ham, j'avais tendance à jouer ailier droit, ailier gauche et je me retrouvais en sélection. Et le coach aussi, ça mettait en difficulté pour me mettre au milieu de terrain. J'avais besoin vraiment de me retrouver, d'aller dans un club où je pouvais premièrement jouer à mon poste et après pouvoir m'exprimer tous les week-ends. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. J'ai eu mon discours avant de venir, avant de signer à Hull City, j'ai eu un discours avec le coach et il m'a bien confirmé ce que j'attendais. Donc pour l'instant, ça se passe très bien, j'espère que ça va continuer. Déjà auteur de 3 buts cette saison avec Hull City, Mohamed Diamé veut continuer à travailler pour trouver son meilleur niveau. Un Lion qui a le vent en poupe est devenu capitaine des Lions. Bouna Koundoul a gardé sa cage inviolée après 2 matchs. Cadre important de l'équipe, il est conscient de ses nouvelles responsabilités. Il espère que demain, les Lions vont faire un très bon résultat, cher Traoré. L'air dans les buts des Lions, capitaine depuis le début des qualifications, aucun but encaissé en 2 matchs, Bouna Koundoul vit une bonne période. C'est ça, parce que c'est pas tout le monde qui aura la chance de porter le brassard de l'équipe nationale. Tu peux jouer à l'équipe nationale pendant toute ta carrière, tu n'auras pas la chance de porter ça. Donc si tu as la chance de porter ça, il faut montrer que tu es capable de le porter. Avec le brassard de capitaine, le natif de Guédiawaye a pris une nouvelle dimension dans la tanière. Il est passé de cadre à joueur très important dans le groupe d'Alain Giresse. Pour moi, il y a plus de responsabilité avant que je portais le brassard. Parce qu'en tant que gardien, j'ai beaucoup de responsabilités. Mais ayant porté le brassard de l'équipe nationale, il y a plus de responsabilités. Et je ne veux pas décevoir le peuple. Parce que après ça, tout le monde dit que oui, Koundoul a fait son boulot en tant que capitaine, comme Momo Diamé l'avait fait, ou bien les autres capitaines l'ont fait aussi. Face à la Tunisie, le gardien d'Ethnikos à Chypre souhaite que l'équipe reproduise les mêmes performances notées contre l'Égypte et le Botswana. Capitaine Koundoul va encore mobiliser ses troupes pour faire un bon résultat.
Sinmar analyse le jeu de la Tunisie. Le directeur technique national a supervisé les Aigles de Carthage lors du match contre l'Égypte. Les Tunisiens sont très proches de l'Europe. C'est d'abord la première différence qu'il y a entre les Égyptiens et la Tunisie. Donc ils jouent un peu comme les Européens. Et donc un football intelligent, je veux dire. Donc calculé, très calculé, contrairement aux Égyptiens qui ont un football assez spectacle et ensuite qui repose beaucoup effectivement sur les gestes individuels, etc. Donc il y a ensuite une mentalité pas très forte. Par contre, aujourd'hui, les Tunisiens sont à un niveau parce qu'ils étaient très bas là. Là, ils commencent à monter et ils ont pris confiance en gagnant déjà chez les Égyptiens. Donc ça leur fait déjà une bombe de confiance qui fait que c'est un groupe qui est intéressant, qui a des individualités. Donc il faudra en tout cas faire très attention à cette équipe parce qu'ils ont de bonnes individualités. Le Sénégal est le favori de ce match aller, déclare l'entraîneur tunisien en conférence de presse à Dakar, où il est arrivé hier avec son équipe. Le coach des Aigles de Carthage entend jouer ses chances crânement au stade Léopold Sédar Senghor. C'est Dina Luntico. Georges Likens porte volontiers la casquette d'outsider dans le match qui opposera ses hommes aux Lions de la Teranga, dont il reconnaît le talent dans un discours s'apparentant quelque peu à des paroles flatteuses. Vous êtes le favori du groupe. Je crois que vous êtes peut-être le pays qui joue le meilleur football en Afrique à cet instant-ci. Vous avez une équipe très équilibrée. Vous avez parfaitement joué le jeu contre l'Égypte et aussi à Botswana. Un statut de favori nullement entamé par les forfaits de joueurs dans la tanière. Pour Georges Likens, le Sénégal a suffisamment de ressources pour pallier ses absences, ce qui semble-t-il n'est pas le cas de la Tunisie, qui fait face au même problème. Je ne sais pas encore qui va jouer, parce qu'il y a beaucoup d'incertains, des joueurs qui ont manque de rythme. Mekeri, par exemple, Abdenour. Il y a Ben Youssef, le rouge, qui est blessé, on a Chermiti qui est blessé, on a Hamza Younes qui est aussi eu un entorse. Ça veut dire qu'il y avait un engagement aussi à l'entraînement. Le sélectionneur des Aigles de Carthage a 24 heures pour trouver le bon amalgame et pourquoi pas battre les coéquipiers de Cheikhou Kouyaté, blessé, un joueur qu'il apprécie et à qui il n'a pas manqué de rendre hommage. C'est un garçon fantastique, il est très bien éduqué. On peut une fois dire aussi des choses positives des joueurs. C'est dommage qu'il n'est pas là. Et ok, ça sera pour la prochaine fois en Belgique peut-être alors. Une simple parole en film de Khadi et Mariama Silla, sorti ce mercredi en avant-première au Théâtre National Daniel Sorano. Ce film nous replonge dans le passé et nous rappelle les valeurs sociales et éducatives de nos ancêtres. Il est également sélectionné en avant-première au Festival de Toronto au Canada. Ce court-métrage, réalisé par deux sœurs séparées par la mort. Khadim Bey. Dans la douceur de l'après-midi. Modernité et tradition font-elles bon ménage? Deux sœurs Khadi et Mariama Silla nous donnent la réponse dans leur film Une simple parole. Sorti en avant-première à Dakar au Théâtre National Daniel Sorano, ce film nous replonge dans le passé et essaie de nous faire renouer avec la tradition, aux valeurs éducatives, de bravoure et de dignité. Des valeurs que transmettaient nos ancêtres et qui se raréfient de plus en plus dans nos sociétés modernes où l'oralité est reléguée au second plan. À cette première, beaucoup de monde, des amis, des cinéastes et même des autorités. Seule absente, Khadi Silla, et pour cause, elle n'est plus de ce monde. Un vibrant hommage lui a été rendu. Le souvenir et la présence de Khadi, qu'avec Kif, qui est en bas, nous connaissons depuis 20 ans, qui a été quelqu'un qui m'a ouvert les portes du cinéma sénégalais et du cinéma africain. À la fin de la projection, ce sont des spectateurs satisfaits qui viennent féliciter la co-réalisatrice. Le film est merveilleux, donc très original, donc d'une grande densité.
Et bon, je pense que ça ne peut pas étonner quand on connaît Khady Sylla. Khady est partie, laissant derrière elle un magnifique film sélectionné en avant-première mondiale au prochain festival de Toronto, au Canada. Bonne chance à ce film de Khady et Mariam Sylla, Une simple parole. Mesdames et messieurs, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Chez Ecobank, nous voyons un avenir radieux. Un avenir riche en opportunités. Avec plus de 1000 agences dans 33 pays africains, c'est un avenir où les affaires peuvent prospérer sans frontières. Un avenir où les investissements transfrontaliers permettent de bâtir de nouvelles infrastructures. Un avenir où les individus concrétisent leurs ambitions partout en Afrique. L'avenir est dans le panafricanisme et Ecobank est la banque panafricaine. Soy bëggee ak say waay saa soo bëggee dallu bëgg jot sa bopp saa bu si sa xel nekkee naan kafe bu neex war na la yomb foo ko soxlawee saa su ne nemmeekul cafka café ak café Congo. Café Congo cafka bu neex. Bienvenue chez nous. Bam, j'arrive pas. Du 8 octobre au 7 novembre, Total Sénégal entre en bourse. Prix de vente de l'action, 12 000 francs CFA. Souscription minimum, 5 actions. Nombre total, 290 000 actions. Souscrivez auprès du CGF Bourse ou directement dans les stations Total aménagées à cet effet. Vous aussi faites comme Modou. Devenez actionnaire de Total Sénégal. Total, committed to better energy. Modou, tu es certes actionnaire de chez Total, mais tu ne peux pas venir t'installer comme ça dans la station. Ah oui, mais bien sûr.